À haute altitude, au-dessus de la mer du Nord, un vieil avion à hélice tombe littéralement du ciel. Les gros titres parlaient de sabotage. Les enquêteurs envisagent plusieurs hypothèses. Ils mettront 2 ans à trouver la cause de l'écrasement. C'est du jamais vu dans une enquête sur une catastrophe aérienne. Je me suis dit, bon sang, comment est-ce possible? Il en résultera des arrestations sur un autre continent. La sécurité de l'un des plus prestigieux avions du monde sera remise en question, Air Force One. Le problème a même touché l'avion du président des États-Unis. À 16h30, le 8 septembre 1989. Hang on. Knut Weitem et Finn Peterberg sont aux commandes d'un vol nolisé entre Oslo en Norvège et Hambourg en Allemagne. L'avion se trouve à une centaine de kilomètres de la côte du Danemark. 124.555 Partner 394. How was dinner? Delicious. A little pricey, but delicious. Les deux amis ont survolé le monde entier ensemble, dont certaines régions reculées d'Afrique. Ce sont 2 pilotes d'expérience qui comptent prendre leur retraite dans les prochains mois. Copenhagen, good afternoon. Partner 394 maintaining flight level 222. Partner 394, good afternoon. Radar contact, Copenhagen Control. 394. L'avion vole à une altitude de 6700 mètres au-dessus de la mer du Nord. Il s'agit d'un Convair 340-580 à hélice. C'est un avion populaire pour les trajets de courte durée comme celui-ci. L'avion est nolisé par la compagnie de navigation norvégienne Wilhelmsen. Les 50 passagers ont gagné un concours organisé par la compagnie, dont le prix est un voyage à Hambourg pour baptiser un nouveau bateau. Les baptêmes de navires sont des cérémonies très excitantes. Certains d'entre eux y avaient peut-être déjà assisté. L'ambiance était à la fête au moment du décollage. Tandis que le Convair survole la mer du Nord, un F-16 des forces armées norvégiennes en route vers sa base croise l'appareil. Whoa, look at that, 11 o'clock. F-16. Tout à coup, une violente secousse ébranle l'avion. L'équipage est pris au dépourvu. L'avion fait des tonneaux. Les contrôleurs aériens se rendent compte que le vol 394 de Partner dévie de sa route en tombant du ciel. Partner 394, Copenhagen Control. Please report new flight level. L'équipage s'efforce de sauver l'avion et la vie de ses passagers. Please report new flight level. L'appareil disparaît des radars. L'avion nolisé semble s'être écrasé en mer. Partner 394 en route to Hamburg is off radar.
Les équipes de sauvetage se précipitent sur les lieux de l'écrasement à près de 20 km au nord des côtes danoises. Ils ne récupèrent que des débris et des cadavres. Les 55 occupants de l'appareil ont péri. Je les connaissais tous. Certains étaient des amis intimes, d'autres étaient des connaissances, mais je les connaissais tous. C'était doublement pénible. La nouvelle plonge la compagnie de navigation dans une profonde consternation. La moitié des employés du siège social sont morts dans la tragédie. C'est la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Norvège. Le pays entier est bouleversé. Jan Ovind est un jeune journaliste qui travaille pour le plus grand quotidien de la Norvège. Il couvre le drame. Un enquêteur de la FAA de la Norvège a immédiatement conclu à un acte de sabotage. Un dirigeant de l'équipe de sauvetage danoise a lui aussi déclaré qu'il s'agissait certainement d'une bombe, parce qu'il n'y avait pas eu d'appel de détresse et que l'avion était tombé du ciel. Une bombe expliquerait le brusque plongeon de l'avion. Les enquêteurs chargés d'élucider ce mystérieux écrasement d'avions de passagers au-dessus de la mer du Nord envisagent une terrible hypothèse. L'appareil a-t-il été la cible d'un attentat? Les secouristes ratissent la surface de l'océan pour repêcher des débris de l'épave et les corps des victimes. Seulement 5 cadavres seront retrouvés. Les autopsies sont pratiquées au Danemark. Les examens révèlent que certaines victimes ont de petites plaies perforantes. Voilà qui étaye l'hypothèse d'une bombe qui aurait pulvérisé le vol 394 de Partner. L'autopsie du copilote révèle également un fait troublant. Un cure-dent en parfait état est découvert dans son estomac. C'était curieux, parce qu'un cure-dent a 2 extrémités pointues. Comment a-t-il pu l'avaler? Ça témoigne de la violence du choc. Mais rien ne prouve qu'une bombe a provoqué l'écrasement de l'avion. Les enquêteurs doivent en apprendre davantage au sujet des dernières minutes du vol. Partner 394 en route to Hamburg is off radar. Neuf stations radars différentes ont capté ces dernières secondes. Ces images dévoileront peut-être de précieux indices. Les données les plus surprenantes sont celles d'une station radar militaire de Suède. Les opérateurs détectent le vol de Partner alors qu'ils survolent la mer du Nord. Le radar militaire détecte une situation inhabituelle. Quelque chose partage le même espace aérien que l'avion. Et ce n'est pas un autre avion. Le vol 394 semble avoir piqué du nez à une altitude de 6700 mètres. On ne savait pas ce que c'était. On n'en avait pas la moindre idée. Ça a pris plus d'une demi-heure, plus précisément 38 minutes. On s'est demandé ce qui pouvait être assez léger pour tomber aussi lentement et assez lourd pour être détecté par le radar. Quel que soit ce mystérieux objet, il repose maintenant dans les profondeurs océaniques. D'abord, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et ensuite l'enregistreur de données de vol sont repêchés au fond de l'eau. Les 2 boîtes noires ont été endommagées lors de l'écrasement. Les enquêteurs espèrent tout de même récupérer les données. L'enregistreur aura peut-être saisi une conversation entre les pilotes qui expliquerait ce qui s'est passé à bord. On. That's required. Autofeather system. Le dispositif enregistre habituellement les dernières minutes d'un vol, mais ce CVR a plutôt fait le contraire. Power.
On n'y entend que les préparatifs de vol. L'enregistrement cesse mystérieusement juste avant le décollage. Les conversations au sol ont été enregistrées. Mais dès que les moteurs ont atteint le régime normal pour le décollage, c'était le silence radio. On était déçus. Mais le CVR défectueux a tout de même capté des propos troublants entre les deux pilotes. How's the weather in Hamburg? Oh, it's clear skies, good visibility. Hope it stays that way. Le CVR dévoile aux enquêteurs que le vol 394 a eu un problème inhabituel au décollage. La compagnie Partner éprouvait de graves ennuis financiers. On a appris que quelques heures à peine avant le décollage, les autorités de la sécurité aérienne de la Norvège avaient envoyé un téléx à tous les aéroports du pays leur disant d'interdire le décollage des avions de Partner parce que la compagnie était en défaut de paiement. They won't release us for takeoff until we pay the catering bill. How much you got on you? Seriously? Huh? Probably enough, actually. Wow. I'll take care of it then. Le copilote quitte le poste de pilotage pour régler la facture des repas servis à bord. Les enquêteurs consultent les états d'entretien en se demandant pourquoi le CVR n'a enregistré que les conversations au sol. Ils découvrent que l'enregistreur a été modifié plus de 10 ans auparavant. Modified to switch to primary AC. Beta lights up. Quand la puissance des moteurs est maximale en vue du décollage, Your power. le CVR doit changer de source d'alimentation. Le transfert s'opère de la batterie de bord au générateur. Mais cette modification ne fonctionnait pas dans cet avion. Les deux pilotes ne se rendent pas compte qu'en démarrant les moteurs à plein régime, le CVR n'a plus de courant. Chaque fois que des éléments clés de l'enquête, comme l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol, s'avèrent défectueux, ça soulève la question de la qualité de l'entretien et de la sécurité de l'appareil. L'enregistreur défectueux et les mauvaises créances incitent les enquêteurs à vérifier les antécédents de l'avion et de sa compagnie aérienne, Partner Airlines. Partner opère une flotte de vieux avions qui desservent les villes d'Europe du Nord. Le Convair, qui s'est écrasé dans la mer du Nord, compte parmi les plus récentes acquisitions de la compagnie. Mais l'avion a 36 ans. Son parcours est complexe. Il a changé de main plusieurs fois et subi de nombreuses modifications, notamment en matière de moteur. La plus importante modification a été l'installation de moteurs à turbine. Sur les avions à hélices, les hélices déplacent l'air vers l'arrière, ce qui propulse l'avion vers l'avant. Les premiers avions à hélices se servaient de moteurs à piston pour faire tourner les hélices. Mais les moteurs à turbine, qui compressent l'air à l'aide de ventilateurs au lieu de pistons, sont beaucoup plus puissants. Finn Hemdahl apprend qu'en 1960, les moteurs à piston originaux de l'avion ont été retirés pour installer de nouveaux turbopropulseurs puissants sur les ailes. Cette modification fournit une plus grande puissance, mais elle peut comporter un risque. Les turbopropulseurs ont augmenté les chevaux-vapeur de façon spectaculaire. Mais il fallait se demander quel en était l'impact sur la structure de l'avion. Finn Hemdahl est responsable de l'examen des moteurs. Il veut savoir si les moteurs à turbine peuvent avoir causé la désintégration du vieil avion. Je me demandais comment un avion avait pu se désintégrer en plein vol. Les enquêteurs ont bon espoir que l'enregistreur de données de vol les éclairera au sujet du fonctionnement des moteurs dans les moments qui ont précédé l'écrasement. Mais l'enregistreur de cet avion est un modèle analogique rudimentaire.
Il était fait d'un ruban de papier métallique qui se déroulait et d'aiguilles qui traçaient un sillon sur la surface de métal. L'enregistreur de bord désuet est une autre source de frustration pour les enquêteurs. Plusieurs des paramètres habituels n'ont pas été enregistrés. Mais plus mystérieux encore, les aiguilles semblent avoir enregistré certains signaux 2 fois. Les experts qui analysent le dispositif sont perplexes devant cette ligne double. C'était du jamais vu. On a consulté plusieurs spécialistes, mais personne n'avait de réponse à nous donner. À première vue, l'enregistreur de bord ne leur apprend rien au sujet de l'écrasement. Finn Hemdahl se demande donc si la défectuosité de la boîte noire ne serait pas un indice en soi. Il décide de faire parvenir l'enregistreur de vol à l'entreprise américaine qui l'a conçu pour le soumettre à des analyses plus poussées. Les résultats seront surprenants. Les enquêteurs reconstituent soigneusement l'avion de Partner. L'équipe norvégienne a repêché l'épave de l'appareil avec l'aide des autorités locales, celle du Danemark, je crois. Ils ont décidé de reconstituer l'avion. Il s'agit essentiellement de rassembler les morceaux d'un casse-tête. Ce faisant, les enquêteurs peuvent se concentrer sur ce qui leur semble le plus important en établissant les priorités. Tandis que le fuselage reprend forme, l'avion fournit des preuves troublantes aux enquêteurs. La seule explication plausible pour une désintégration au niveau de croisière était l'explosion. Certaines pièces nous ont paru un peu suspectes. Ou plutôt, ce qu'il y a sur les pièces. La rumeur courait qu'on avait trouvé des explosifs dans l'avion de Partner. Il y a des traces d'un puissant explosif militaire. La quantité est infime, mais les médias ont vent de la découverte. Les résidus d'explosifs pourraient provenir d'une bombe à bord de l'avion. Mais pas nécessairement. Un exercice militaire de l'OTAN surnommé Opération Sharp Spear a eu lieu le jour de la tragédie, à proximité du vol 394. L'un des pilotes à qui j'ai parlé m'a dit que lors des tests, une roquette avait pu malencontreusement toucher le fuselage de l'aile. Plusieurs se demandent si une ogive perdue a provoqué l'écrasement de l'avion. Mais l'analyse des résidus d'explosifs permet de réfuter la thèse de la bombe ou de l'ogive. Il n'y a pas suffisamment de résidus dans l'avion. Il y avait de petites traces d'explosifs, mais ce n'était pas suffisant. C'était probablement une contamination, sans plus. Plusieurs batailles ont été livrées au large des côtes danoises et la mer est remplie de vieilles munitions. Les enquêteurs estiment que l'épave a été contaminée par des résidus quand elle reposait au fond de l'océan. L'hypothèse de l'explosion est définitivement écartée comme cause de l'écrasement. On demande la collaboration de l'ingénieur métallurgiste Terry Heaslip. En examinant la queue reconstituée de l'avion, il fait une importante découverte. À certains endroits, le revêtement de l'appareil a été endommagé par une surchauffe. Ça voulait dire que le revêtement avait subi une flexion. Si on tord un cintre dans tous les sens, on risque de se brûler si on le touche près du point de rupture. C'est la même chose pour un avion. Tout porte à croire que la queue de l'avion est à l'origine de la tragédie. Les enquêteurs sont impatients d'examiner l'énorme générateur récupéré à l'arrière de l'avion. Le groupe auxiliaire de bord, ou l'APU, se loge dans la dérive arrière du Convair. C'est un générateur d'électricité de secours qui ne sert habituellement que lors des opérations au sol. En examinant le dispositif,
Finn Hemdahl constate que des pièces de plastique fondues provenant de la cabine se sont introduites dans la turbine de l'APU. Voilà qui est révélateur sur ce qui se passait dans l'avion au moment de la catastrophe. Ça voulait dire que l'APU était encore en marche quand la cabine s'est désintégrée. L'APU n'aurait pas dû fonctionner pendant que l'avion était en plein ciel. Voilà qui laisse croire que l'APU a peut-être joué un rôle dans l'écrasement. Les enquêteurs tentent d'en apprendre davantage sur les événements de la journée de la tragédie. Ils interrogent le mécanicien qui a inspecté l'avion ce matin-là. Il rapporte que l'un des deux générateurs principaux de l'avion ne fonctionnait pas et qu'il n'a pas réussi à le réparer. Le règlement stipule qu'un avion doit avoir 2 sources d'énergie pour avoir l'autorisation de décoller. Le copilote trouve une solution pour obtenir l'autorisation de s'envoler. Il explique aux responsables qu'il prévoit utiliser le groupe auxiliaire de bord pendant tout le vol pour remplacer le générateur défectueux. Okay, I want you to write this in the logbook. Released for flight with APU generator operative. We'll use the APU to power the left side AC system. APU is coming on. Beta lights off. Your power. En examinant l'APU, Finn Hemdahl fait une importante découverte. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas une pièce d'avion conforme. C'était fait de façon très rudimentaire, avec un morceau de fer et une soudure qui laissait à désirer. Il remarque que l'un des supports qui fixe l'APU à l'avion est cassé. Le dispositif est muni d'une turbine qui fournit de l'électricité grâce à une rotation très rapide. Une turbine mal fixée pourrait avoir causé l'écrasement. Les enquêteurs doivent vérifier si l'APU défectueux est bel et bien responsable de la catastrophe. Ils découvriront bientôt qu'il s'agit seulement d'une pièce d'un casse-tête beaucoup plus complexe. Les enquêteurs ont constaté que l'avion 394 de Partner volait avec un support de l'APU cassé. L'ingénieur métallurgiste Terry Hislip soumet la pièce à un examen approfondi. J'ai d'abord constaté que la soudure était mal faite et probablement inadéquate. Hislip veut savoir à quel moment le support s'est cassé. Si la rupture s'est produite au cours du dernier vol de l'avion, le bris pourrait avoir causé l'écrasement. Les marques de choc et la progression des dommages montraient que la rupture ne provenait pas d'une seule surcharge subite au cours du vol fatal. L'usure sur le support de l'APU cassé révèle à Terry Hislip que la cassure n'a pas eu lieu le jour de l'accident. Le support était brisé bien avant le décollage du vol 394. Les enquêteurs veulent maintenant savoir quel effet a eu ce support cassé sur l'avion. 40,000 RPMs. Do a lot of damage. L'APU est un énorme gyroscope. Sa rotation dégage une quantité phénoménale d'énergie. Et si cette énergie est transmise aux autres parties de l'avion, comme le fuselage ou la structure, elle peut avoir un effet sur les vibrations dans la queue. Les circonstances de l'écrasement demeurent mystérieuses. Les enquêteurs savent que le support de l'APU était déjà cassé avant le vol, mais ils ignorent encore s'il a joué un rôle quelconque dans l'écrasement ou s'il a eu une incidence sur la queue de l'avion. Mais la reconstruction de l'appareil commence à faire la lumière sur les circonstances de la tragédie. Finn Hemdahl découvre que 2 portes de la section arrière de l'avion manquent toujours à l'appel. En reconstituant la queue, on a constaté que la gouverne de direction était coupée en 2 gros morceaux et qu'il manquait certaines pièces.
Les portes entre la dérive et la gouverne étaient introuvables. Il s'agit de deux petites portes situées sur la dérive de l'avion. Elles permettent aux mécaniciens d'accéder aux masses d'équilibrage à l'intérieur de la dérive pour contrôler les mouvements de la gouverne. Finn Hemdahl fait une découverte cruciale au sujet des portes elles-mêmes. Elles sont constituées d'une garniture de nid d'abeilles en aluminium. Grâce à son expérience dans l'armée de l'air, il connaît leurs caractéristiques particulières. C'est une feuille d'aluminium très mince qui réfléchit abondamment la lumière. C'est très lumineux. Les militaires s'en servent pour leurrer les signaux radars. C'est ce qu'ils appellent de la paillette. Les enquêteurs se rendent compte que l'objet non identifié repéré par le radar suédois est probablement l'une des portes de la dérive. Mais pourquoi les portes se sont-elles détachées en plein vol? La réponse à cette question résoudra probablement le mystère de l'écrasement. Les enquêteurs savent que les masses d'équilibrage de la gouverne sont situées derrière les fameuses portes. Si la gouverne se déplace trop brusquement d'un côté à l'autre, il en est de même pour les masses. On a retrouvé suffisamment de pièces pour déduire que les masses ont cogné contre les portes. Les premiers morceaux qui ont cédé sont les nids d'abeilles de ces portes. Les enquêteurs concluent qu'au moment de l'accident, quelque chose faisait osciller violemment la gouverne de direction, mais ils ignorent de quoi il s'agit. L'APU, avec son support anti-vibratoire cassé, ne pouvait pas avoir causé à lui seul le détachement de la queue et la désintégration de l'avion. Il y avait certainement d'autres facteurs. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour déterminer quels sont ces facteurs. La compagnie Partner propose sa propre explication. Elle accuse le F-16 qui a survolé l'avion quelques minutes avant qu'il ne dévie de sa trajectoire. Whoa, look at that, 11 o'clock. F-16. Chez Partner, on prétend que l'avion militaire dépassait la vitesse recommandée. En ajoutant qu'il a volé plus près de l'avion que ne le mentionne le rapport officiel. Partner a embauché un enquêteur suédois qui a conclu que le F-16 avait peut-être franchi le mur du son en survolant l'avion de Partner. Quand un chasseur ou n'importe quel autre avion franchit le mur du son, une onde de pression se propage. Selon la théorie de Partner, cette onde de pression aurait provoqué la désintégration de leur avion en plein ciel. Mais le pilote norvégien du F-16 soutient qu'il était à plus de 300 mètres au-dessus du Convair quand il l'a survolé. Les enquêteurs calculent la distance à laquelle le F-16 aurait dû se trouver pour perturber gravement le vol 394. Ils en arrivent à la conclusion que pour que l'onde de pression du chasseur mette l'avion en péril, il aurait fallu qu'il frôle le Convair de quelques mètres. Or, rien ne laisse croire que les deux avions aient été si près l'un de l'autre. 70% des débris de l'épave ont été repêchés dans l'océan, mais les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi la queue du Convair s'est détachée de l'appareil en plein ciel. Le vent tourne quand ils obtiennent les résultats de l'analyse de l'enregistreur de données de vol défectueux effectué aux États-Unis. Le fabricant a demandé à son expert le plus chevronné d'examiner le dispositif, même s'il est à la retraite. Le fabricant nous a mis en contact avec un de ses ex-employés, en Californie. L'expert explique aux enquêteurs que l'aiguille qui devait enregistrer l'altitude de l'avion vibrait avec une telle intensité qu'elle laissait un deuxième sillon sur le métal. Mais ce n'est pas tout. Ce dispositif peut enregistrer pendant des centaines d'heures. En déroulant complètement le métal, il constate que l'enregistreur de bord vibrait dangereusement depuis des mois. Ça s'était poursuivi pendant 360 heures d'opération avant l'écrasement.
Je n'avais jamais vu une telle anomalie auparavant. On a mis un bon moment à comprendre ce qui s'était passé. Il semble que l'APU n'était pas la seule chose qui vibrait dans cet avion. Les enquêteurs décident d'établir la chronologie des vibrations. Ils remarquent un changement inhabituel dans le profil des vibrations. 2 mois avant la tragédie, les vibrations ont brusquement cessé pendant 2 semaines. Virtually no vibrations for at least 16 flights. L'intensité et la fréquence des vibrations ont augmenté jusqu'à l'été 1989. Et ensuite, plus rien. Après un moment de répit, les vibrations ont repris de plus belle jusqu'au jour fatidique. What happened here? Les enquêteurs doivent maintenant trouver ce qui a changé dans l'avion au cours des 2 semaines où les vibrations ont cessé. Why was it out of service? Where was the work done? Chez Partner, on explique aux enquêteurs que le Convair subissait une importante révision dans l'Ouest canadien au moment où les vibrations ont cessé. Thank you. We'll be in touch. Les travaux ont été exécutés par l'ancien propriétaire de l'avion, une compagnie canadienne spécialisée dans l'entretien des Convair. Au cours des multiples vols d'essai effectués au Canada, l'enregistreur de bord n'a pas capté de vibrations excessives. Ce bon fonctionnement s'est poursuivi pendant plusieurs vols de passagers après la révision, une fois l'avion de retour en Norvège. Les enquêteurs revoient les états d'entretien de l'appareil. Finn Hemdahl note que durant la révision, les mécaniciens ont trouvé des signes d'usure sur l'un des 4 boulons qui fixent la dérive à la queue de l'avion. Ces 4 boulons, voilà tout ce qui rattache la queue au fuselage. Au cours de la révision du Convair en juillet 1989, un mécanicien a remplacé l'un des 4 boulons. L'information provenant de l'enregistreur de bord révèle que les vibrations dans la queue ont cessé immédiatement après le remplacement de ce boulon. Par une chance inouïe, les enquêteurs retrouvent les 4 boulons qui fixaient la queue. Terry Hislip examine soigneusement les boulons. Il fait une autre découverte stupéfiante. Les 3 boulons qui n'ont pas été remplacés ne sont pas des pièces approuvées. On a mené à la fois des essais métallurgiques et mécaniques. Et à la lumière de ces analyses, on a constaté que 3 démontages étaient mal faits. Ils n'étaient pas conformes. Les conclusions de Terry Hislip confirment que les boulons n'ont pas été convenablement traités thermiquement au moment de l'assemblage. Ils étaient donc 60% moins résistants que des boulons conformes. Les enquêteurs savent enfin pourquoi la queue de l'avion a vibré ainsi pendant des mois. 3 boulons de fixation sur 4 n'étaient pas assez solides. They just weren't hard enough. Unbelievable. 3 boulons qui servaient à fixer la queue au reste de l'avion n'étaient pas des pièces authentiques, mais c'était à peine perceptible. Les boulons défectueux suscitent une question fondamentale chez les enquêteurs. Pourquoi la queue ne s'est-elle pas détachée au cours des 16 vols précédents quand la vibration était intense? Les enquêteurs savent déjà que le jour de l'écrasement, comme un générateur d'électricité ne fonctionnait pas, les pilotes ont trouvé une solution de rechange. Okay, I want you to write this in the logbook. Released for flight with APU generator operative. We'll use the APU to power the left side AC system. APU is coming on. Les pilotes ne se sont pas rendus compte que le support de l'APU était cassé et que le dispositif vibrait énormément. Leur décision de le garder en marche pendant tout le vol a empiré la situation.
Le seuil critique a été atteint ce jour-là en raison de l'APU qui reposait sur 2 supports au lieu de 3. Sans oublier les 3 boulons non conformes. Voilà pourquoi la vibration a pris des proportions alarmantes. Si les 2 structures instables se mettent à vibrer à la même fréquence, elles s'en trouvent multipliées. C'est ce qu'on appelle des harmoniques couplées. Les vibrations s'alimentent mutuellement et la situation dégénère. Le plus célèbre exemple d'harmonique couplée s'est produit sur le pont de Tacoma dans l'État de Washington en 1940. Le pont d'acier et de béton nouvellement construit s'est mis à osciller verticalement. Et quand un vent de côté s'est levé, le pont a tangué de gauche à droite. Les 2 vibrations dans 2 directions différentes se sont conjuguées pour créer un violent mouvement de torsion qui a provoqué l'effondrement du pont. Selon les enquêteurs, c'est ce même phénomène qui a causé la désintégration du vol 394. On s'est dit, mon Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette combinaison fatale de vibrations a fait osciller la queue de l'avion si violemment que la gouverne de direction s'est bloquée à gauche. L'avion a donc effectué un virage à gauche si abrupt que l'écoulement d'air au-dessus de l'aile droite s'est accru en augmentant du même coup la portance. L'appareil s'est mis à tourner sur lui-même, s'est brièvement redressé, mais la gouverne de direction s'est bloquée de nouveau à gauche et les portes se sont détachées de l'appareil. L'avion a refait des tonneaux et la queue s'est peu à peu désintégrée. L'équipage n'avait plus aucune chance. Les enquêteurs concluent que les 3 boulons non conformes sont responsables de l'écrasement de l'avion de Partner. Je me suis dit, bon sang, comment est-ce possible? C'était un assemblage absolument essentiel de la queue. Je n'arrivais pas à le croire. Le rapport de la tragédie du vol 394 de Partner bouleverse l'ensemble de l'industrie aéronautique. C'est la première fois qu'un écrasement d'avion meurtrier est dû à des pièces de rechange non conformes. Voilà qui soulève une grave question. Combien de pièces non conformes sont installées à bord des avions aux 4 coins du monde? C'est l'écrasement du vol de Partner qui a forcé tout le monde à reconnaître le problème des pièces non conformes et le fait que les réserves de pièces d'aéronefs du monde entier étaient contaminées. Il y a 6 millions de pièces mobiles dans un 747. L'industrie des pièces de rechange génère 45 milliards de dollars. À l'époque de cet écrasement, l'industrie n'était pas réglementée. Mary Schiavo est l'ex-inspectrice générale du département des transports qui chapeaute la FAA. Personne ne se doutait de l'étendue du problème. Avec cet écrasement, on savait que c'était grave. Mais qu'en était-il vraiment aux États-Unis? On a décidé de faire enquête en commençant par vérifier les propres réserves de la FAA. 39% de ces pièces étaient non conformes. On a découvert que parmi les pièces qui provenaient de courtiers, ce qui concerne la majorité d'entre elles, 95% n'étaient pas authentiques. La FAA a tôt fait de trouver des pièces non conformes sur l'avion ayant la réputation d'être le plus sécuritaire de la planète. On compte 5000 courtiers de pièces d'avion aux États-Unis, dont plusieurs sont établis dans la région de Miami. Ces courtiers n'étaient absolument pas réglementés. Ça ne prenait qu'un téléphone et un télécopieur et du jour au lendemain, n'importe qui pouvait devenir courtier en pièces d'avion. Et les pièces pouvaient provenir de n'importe où. De parcs à ferraille, de vieux avions, d'épaves d'écrasement ou de fabricants qui se fichaient bien des lois. Les pièces de rechange pour avions sont coûteuses. Un simple boulon comme celui qui fixait la dérive de l'avion de Partner peut coûter jusqu'à 250 $. Une pièce non approuvée peut coûter aussi peu que 30 $. C'est une aubaine. Et dans les circonstances que l'on connaît de nos jours, où les compagnies aériennes ne pensent qu'aux résultats,
et que 8 ou 10 des principales compagnies aériennes américaines frôlent la faillite, elles ne cherchent qu'à diminuer les dépenses. La FAA lance une vaste enquête sur les pièces illégales. Des agents d'infiltration permettent de démasquer des marchands sans scrupules. Les enquêteurs découvrent l'existence d'un marché noir qui fabrique des milliers de pièces de qualité inférieure qui ont l'air neuves. C'est de l'excellente contrefaçon. La différence est pratiquement imperceptible. À l'époque de l'accident de Partner, des mécanismes de contrôle sont censés protéger les grandes compagnies aériennes contre les pièces non conformes. Par exemple, chaque pièce de rechange demande la signature de quelqu'un qui en atteste l'authenticité. On doit avoir de la documentation qui certifie que la pièce est en état de navigation. Il faut une fiche de maintenance authentifiée par un expert. Mais les enquêteurs découvrent qu'en plus du vaste marché noir de pièces de rechange, il y a également une forte demande pour la contrefaçon du sceau de la FAA. Dans cette industrie, le sceau vaut davantage que la pièce elle-même. Les enquêteurs croient d'abord que le problème concerne principalement les petites compagnies aériennes. Les petits exploitants sont habituellement plus susceptibles d'être touchés par le problème du marché noir des pièces de rechange. Mais ils sont stupéfaits d'apprendre que des pièces non conformes ont été trouvées sur l'avion le plus minutieusement inspecté du monde, Air Force One. Le problème a rejoint ce que plusieurs considèrent comme étant l'échelon supérieur du monde de l'aéronautique, celui de l'avion du président des États-Unis. Des pièces non conformes ont réussi à s'infiltrer dans la chaîne logistique la plus hermétique qui soit. La FAA réagit promptement. Plus d'une centaine de marchands de pièces de rechange sont arrêtés. Chacune de ces condamnations nous a permis de sensibiliser davantage les gens, non seulement aux problèmes de contrefaçon, mais aux lourdes conséquences qui en découlent lorsqu'on risque la vie d'autrui. Selon moi, notre meilleur coup a été d'obtenir des condamnations criminelles. Au terme de cette enquête, la FAA a instauré un système plus rigoureux en matière de documentation des pièces d'avion. Elle a menacé les compagnies aériennes de porter des accusations criminelles si elles acceptaient sciemment les pièces non conformes. Les choses ont bien changé maintenant. Le milieu est beaucoup plus réglementé que dans les années 80 et 90. On doit vraiment s'assurer que le mécanicien qui tient l'outil entre ses mains est suffisamment informé pour détecter une pièce non conforme. Et c'est possible de le faire. La nouvelle réglementation a permis à la FAA d'atteindre son objectif. 20 ans se sont écoulés depuis l'écrasement du vol 394 et depuis, il n'y a pas eu un seul accident mortel dû à des pièces non conformes. Quelques années après la tragédie de Partner, Finn Heimdall a été nommé directeur du bureau d'enquête sur les accidents de la Norvège. C'était un mystérieux casse-tête. Sans raison apparente, un avion s'était désintégré en plein ciel. Ces conclusions sur l'écrasement ont entraîné une refonte de la réglementation qui a certainement sauvé des vies. C'est l'aspect positif de la catastrophe. Mais malheureusement, ça a été une terrible tragédie pour plusieurs personnes. L'une des plus petites pièces sur un vol nolisé norvégien a connu une défaillance en 1989. Mais comme les enquêteurs ont réussi à trouver la cause de l'écrasement, les passagers du monde entier n'ont plus à craindre d'être victimes d'un avion assemblé avec des pièces non conformes.